Merci à vous d'être encore là. Je vais faire bref, hein, beaucoup plus bref que ce qui était prévu. D'abord parce qu'il est tard. Et puis aussi parce que ce qui devait être une sorte d'introduction en fait, à la présentation du baromètre et la discussion qu'on vient d'avoir, eh bien, vous allez voir qu'il y a plusieurs thèmes que j'avais déjà abordés et qui ont déjà été discutés. Donc ça va être le suivi et un prolongement de la discussion qui vient d'arriver, pour partie en tout cas, quoi. Donc Florent m'a demandé, et je le remercie, de vous présenter ce que nous avons retenu du dernier congrès qui se tenait fin octobre à Boston et qui était la première édition du Palliative Care and Oncology Symposium. Donc je commence par mes liens d'intérêt qui, conformément à la définition de la HS, sont des liens d'intérêt et pas des conflits d'intérêt, pas systématiquement en tout cas. Et on revient dans le vif du sujet. Donc c'était donc le tout premier congrès, un congrès inaugural, comme le disent les Américains, de Palliative Care and Oncology Symposium, un vrai succès, parce que je pense que c'est important de le préciser. Ça a attiré des foules, puisqu'il y avait 700 participants, et ce qui est le plus intéressant, c'est que le congrès était prévu pour accueillir 700 participants, donc ils ont dû refuser des inscriptions. 272 abstracts acceptés et présentés en poster en communication orale sur place, donc c'est un nombre tout à fait honorable. Bien entendu, une population essentiellement américaine, puisque toutes les sociétés savantes qui s'étaient réunies pour... enfin, 3 sur 4 des sociétés savantes qui s'étaient réunies pour organiser ce premier symposium étaient américaines, 75% de participants américains, quand même 25% de participants étrangers, et puis au premier rang des abstracts acceptés non-US, eh bien la France, avec 16 abstracts acceptés en présentation affichés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une orale française, quoi. Donc quand même pas mal, et cocorico. Et comme le dit Florian, youpi lala, ou je sais pas quoi, j'ai entendu ça tout à l'heure, youpi tralala. Donc le congrès était co-organisé, je vous dis, par 4 sociétés savantes, 3 américaines parmi lesquelles l'ASCO, que tout le monde connaît, et une association qui n'est pas américaine mais multinationale ou internationale, donc la MASC. Et vous allez voir, et c'est un peu le prolongement de certaines des discussions qui ont été présentées ici, et bien qu'on a eu tout au long du congrès, en fait, et moi c'est l'impression générale que j'en ai retiré, une espèce de débat sous-jacent entre palliative care et supportive care, débat pas toujours officiel. Je vous rappelle qu'on a eu la chance de pouvoir faire un compte-rendu en ligne et en direct, en live de ce congrès sous forme de e-journal qui a été diffusé sur lecancer.fr avec le soutien du laboratoire Hospira. Je voudrais prendre 2 minutes pour adresser 2 remerciements. Le premier, je voudrais insister sur les laboratoires pharmaceutiques qui soutiennent des journaux, des comptes rendus de congrès de ce type pour les pharmaciens et les médecins. Quand on voit les taux de lecture, le nombre de lectures de ces comptes rendus, en général, ce sont aujourd'hui des moyens majeurs de formation médicale et d'information, d'avoir accès aux informations les plus récentes. Et ce ne serait pas possible sur l'industrie pharmaceutique. Donc un grand merci à eux en général. Et un grand merci à Hospira, c'est le deuxième point, pour avoir soutenu ce compte rendu de congrès, ce compte rendu sur un premier congrès. Donc autant vous dire que personne ne savait ce qu'on allait y trouver à ce congrès, avec un titre qui s'appelait Palliative Care in Oncology, alors que nous, notre domaine, vous le savez, c'est plutôt le supportive care. Mais on avait quand même, on s'était renseigné, on avait des indicateurs, mais en tout cas pas de garantie. Et Hospira a pris le risque de soutenir ce e-journal et d'y aller un peu à l'aveugle, et je les en remercie. Et quand on voit les taux de lecture du e-journal, eh bien, on se dit qu'ils ont bien fait. Et que Florian, en l'occurrence, a bien fait d'insister pour que ça se fasse, parce que ça a été un réel succès. Et donc, à ce stade, moi, j'ai été confronté à un problème, parce que Florian me demande d'un côté de vous faire ce qu'on a retenu du Palliative Care Symposium, Palliative Care in Oncology Symposium, mais en même temps, vous êtes probablement dans cette salle une majorité à avoir lu le e-journal, à avoir téléchargé les diapositives, à avoir regardé et écouté les interviews de grands leaders internationaux qui ont été publiés sur le site. Donc, j'ai fait le choix de ne pas faire ça, de ne pas vous présenter ce que nous, on a déjà traité dans le e-journal, mais de vous apporter plutôt que ce que nous avons retenu tous les 3, Jean-Baptiste Ray, Florian et moi, sur place à Boston, ce que moi j'en ai retenu et une impression globale, avec en fil rouge eh bien, la discussion qu'on a eue palliative care, supportive care. Parce qu'en fait, pour moi en tout cas personnellement, et on pourra le discuter si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des questions, c'est vraiment le fil rouge de ce congrès, de cette première édition de ce congrès Palliative Care in Oncology Symposium. Il nous a été présenté par Patricia Gantz dans une general session, donc en plénière, la définition de palliative care au nom du comité d'organisation de ce congrès. Et ce qui a été présenté, c'est comme ça a été un peu dit déjà dans la discussion, c'est que pour eux, le palliative care, ça débute dès le diagnostic de cancer.
Et ça s'exprime ou ça se met en place essentiellement au travers de deux notions. Tout d'abord, ce qu'ils appelaient les effets à long terme, donc les effets indésirables du cancer ou de ces thérapeutiques, qui débutent pendant le traitement du cancer et persistent longtemps après. Ou alors les effets tardifs, donc les effets toujours indésirables du cancer ou de ces traitements, qui débutent après, voire longtemps après la fin de la maladie. Tout ceci pour aboutir à une conclusion, c'est que le palliative care, avec cette définition et cette approche, eh bien, ça va nécessiter forcément une évaluation, des évaluations et un suivi des patients qui doit être régulier et démarrer au diagnostic en agissant sur ce qu'ils ont appelé les 3 P, que sont la palliation, donc la fatigue, la douleur, le psychosocial, qui a été mis en avant également, la prévention, donc la prévention notamment comme on démarre au diagnostic, donc la prévention des cancers secondaires et la prévention des complications du cancer ou des traitements du cancer primitif, et puis l'éducation à la santé, la health promotion, qui elle se met en place toujours dans leur définition et dans leur approche à partir du diagnostic, pour éviter les complications, accompagner les patients et permettre une amélioration de la qualité de vie de ces patients. Voilà ce qui nous a été présenté comme définition du palliative care à ce congrès en session plénière. Suivait quelques diapositives, ça c'est les extraits des diapositives que vous avez sur le e-journal et sur le site lecancer.fr, avec le parcours du patient à partir du diagnostic complètement à gauche, en passant par le traitement bien entendu, et puis jusqu'à la récidive et l'apparition d'un second cancer complètement à droite, avec des interventions dès le diagnostic en bas à gauche, l'évaluation du risque au diagnostic, risque de récidive, risque de complications, et la mise en place de traitements, de prise en charge de ces risques et de prévention de ces complications, et la mise en place de traitements lorsque ces complications surviennent. Et une intervention aussi sur le choix des traitements curatifs, en essayant en fonction du profil du patient et encore une fois des risques potentiels présentés par le patient, eh bien peut-être une intervention plus proactive dans le choix des traitements curatifs en essayant de privilégier des traitements à toxicité limitée ou présentant des profils de toxicité qui seront a priori plus facilement acceptables pour un patient donné. Ça, c'est essentiellement ce que je viens de vous montrer sur la diapositive précédente. Je l'ai remise pour une bonne et simple raison, c'est pour vous montrer à quel point ils ont insisté, et donc j'insiste, sur le fait que le palliative care, pour eux, à ce congrès, commence dès le diagnostic de cancer. Et on ne parle pas de soins palliatifs, on n'est plus dans la définition soins palliatifs égale fin de vie et accompagnement dans la mort. C'est ce qui est représenté sur cette diapositive ici. Il n'y avait pas un pointeur, docteur Scottet ? L'appliquer ? D'accord. Donc, on va faire 100, c'est pas grave. À moins que j'ai la flèche. Oui, voilà. Donc, vous avez ici la représentation, toujours, hein, je retransmets ce qui nous a été présenté. Hein. Je suis un reporter hein, et je rapporte donc. Donc, voilà la définition ancienne du palliative care, avec ici donc, les traitements curatifs ou les traitements permettant de prolonger la vie, je traduis mot à mot, et puis en fin de vie, la prise en charge de la fin de vie, l'accompagnement en fin de vie, où là se situait le palliative care. Et voici la définition actuelle, du moins celle qui a été promue et présentée, du nouveau palliative care, avec un démarrage donc, au diagnostic, comme je vous l'ai dit, et puis une implémentation qualitative et quantitative, a priori proportionnelle aux besoins présentés par le patient, qui va croissante au fur et à mesure de la trajectoire du parcours du patient jusqu'à la fin de vie, où là on retrouve à 100% une prise en charge palliative. Voilà ce qui nous a été montré. Alors pourquoi utiliser une sémantique différente? Parce que finalement, voilà ce que je vous ai montré, ce qu'ils nous ont montré, c'est que le palliative care, et j'ai mis des guillemets pour insister sur la terminologie, le palliative care aux États-Unis, puisqu'on se trouvait aux États-Unis, eh bien ce sont des soins tout au long de la maladie. C'est ce que nous on entend en Europe, et en France en particulier, par le terme soins de support. Les soins, et ça inclut également les soins de fin de vie, ce que nous en Europe on entend, ou en France en particulier, par soins palliatifs. Donc au final, on n'a pas une réelle différence de définition entre le palliative care US et le supportive care européen ou français. Alors pourquoi utiliser une sémantique différente? Et là, c'est une interprétation qui est uniquement et à 100% personnelle. Je pense donc qu'ils utilisent une sémantique différente, tout simplement parce que si on parle de supportive care, il y a une association de référence, il y a un congrès de référence, il y a une revue de référence, et tout cela, c'est la MASC, la Société internationale, la Multinational Association for Supportive Care in Cancer, qui a été créée pas hier, mais il y a bientôt 25 ans. Et donc, c'était peut-être difficile pour les Américains, pour leur tout premier congrès de soins de support, parce que de facto, on parle de soins de support, hein, de se présenter
frontalement avec du supportive care. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a tous ces jeux de mots et ces définitions qui sont finalement les mêmes, mais qui rapportent à des termes qui sont radicalement opposés. Dorothy Keefe, donc la passe-présidente de la MASC, qui est intervenue à plusieurs reprises lors de ce congrès, puisque la MASC était co-organisatrice. Et voilà, sa représentation, elle est classique, ce n'est pas la première fois qu'elle est présentée par la MASC en général d'ailleurs, hein, pas que par Dorothy Keefe, où on retrouve ici en bas finalement ce qui nous a été présenté par donc, la vision plutôt américaine, le traitement curatif, à visée curative en tout cas du cancer, et puis le développement et le développement des besoins et le développement progressif du soin palliatif jusqu'à la fin de vie. Et puis tout cela encadré et chapeauté par le supportive care qui, lui, par contre, présente la même importance, donc sous-entendu les mêmes besoins, même si qualitativement ils peuvent varier, bien entendu, ils varient, du diagnostic de cancer jusqu'à la fin de vie. Et j'y avais pas pensé, pour être honnête, donc c'est bien qu'on ait interverti les présentations, parce que votre remarque que vous avez faite là précédemment, sur le fait que, on pourrait imaginer du supportive care, du palliative care, lorsqu'on fait des chimiothérapies à visée palliative ou de la radiothérapie à visée palliative, c'est peut-être, je ne suis pas dans la tête de Dorothy Keefe, mais c'est peut-être une des choses qu'elle souhaite dire et mettre en avant lorsqu'elle présente ce graphique ici. Donc, qu'est-ce que j'en retiens, moi, et qu'est-ce que je pense qu'il faut en retenir? Ça dépend qui vous êtes et ça dépend ce que vous êtes. Soit vous êtes un spécialiste du supportive care et un puriste. Et à ce moment-là, il y a un vrai débat d'idées où je pense qu'il faut se pencher sur ce débat d'idées, qu'il faut prendre parti, en tout cas s'intégrer dans le débat d'idées et essayer de se faire une opinion. Et il y a une réelle compétition, et ça je vous répète, c'est mon avis personnel, une compétition politique entre sociétés savantes, mais c'est pas grave, tant mieux. Ça veut dire quand même globalement que le supportive care, que la prise en charge du patient, et pas seulement la prise en charge curative du cancer, ça intéresse de plus en plus de monde et que c'est un enjeu clé pour l'avenir, puisque les sociétés savantes se battent pour devenir référentes en ce domaine. Donc je pense que pour moi, c'est plutôt un bon signe. Pour les non-spécialistes, ceux qui veulent simplement traiter des patients, et c'est déjà louable, il faut simplement retenir que le palliatif américain, ce n'est pas le palliatif français. À mon avis, c'est ça. Donc ça veut dire que le congrès Palliative Care in Oncology américain, c'est un congrès supportive care et qu'il peut y avoir des choses intéressantes, même si on n'est pas un spécialiste du soin palliatif, mais qu'on s'intéresse aux soins de support en général. Et il ne faut pas être freiné par la terminologie. Pas être freiné par la terminologie, ça paraît peut-être anodin, mais il a été démontré d'une manière assez intéressante et originale par Eduardo Bruera ou MD Anderson que la terminologie, ça freine. Eduardo Bruera, il s'occupe de l'unité ambulatoire de soins palliatifs, ça s'appelait comme ça, au MD Anderson, jusqu'à fin 2007. Et fin 2007, il décide de changer le nom pour le transformer en unité ambulatoire de soins de support. Et il a étudié l'impact de ce changement de nom, c'est tout ce qu'ils ont fait, sur différents critères. Et ce qu'ils ont montré, il a déjà communiqué ça à plusieurs reprises, c'est que ce changement de terminologie, simplement en changeant le nom de palliatif à supportive, eh bien, ça va eu un impact sur l'activité d'abord. Vous avez complètement à gauche le nombre de patients annuels qui étaient référés à l'unité ambulatoire de soins palliatifs à l'époque où elle s'appelait comme ça. Et puis ensuite, vous avez l'évolution annuelle du nombre de patients après le changement de nom, une fois que l'unité s'appelait soins de support, supportive care. Et vous voyez qu'en 2013, on est à 1225 patients annuels par rapport à 750 patients annuels à l'époque où ça s'appelait palliatif. Ça change la perception des médecins qui hésitent moins à adresser des patients à l'unité de soins de support que lorsque c'est une unité de soins palliatifs. Et on est aux États-Unis, malgré tout ce qui est fait sur la définition du soin palliatif américaine. Le deuxième résultat qui est intéressant, c'est sur le recrutement, ou plutôt la typologie du recrutement des patients qui étaient adressés à l'unité de soins de support. Vous avez ici les courbes de survie des patients. En bleu, à l'époque où l'unité s'appelait soins palliatifs, en orange, à l'époque où l'unité s'appelait soins de support. Et vous voyez qu'on a une différence et elle est significative. La survie des patients est meilleure depuis que l'unité s'appelle soins oncologiques de support. Est-ce que c'est les soins qui ont radicalement changé? Eduardo Bruera lui-même le dit, non. Ce sont les patients qui ont changé. Les patients sont adressés plus tôt dans l'histoire de la maladie depuis que l'unité s'appelle soins de support par rapport à l'époque où elle s'appelait soins palliatifs. Et Eduardo Bruera cite qu'il a désormais également des patients qui lui sont adressés au stade adjuvant de la maladie et plus uniquement des cancers avancés ou métastatiques. Donc il y a une vraie évolution dans la perception simplement en passant de palliatif à supportif. C'est quelque chose de majeur et je trouve l'idée vraiment, vraiment originale. Et il faut la souligner, je crois.
Dorothy Keefe, à une autre occasion, donc vice-présidente de la MASC à nouveau, a présenté la vision de la MASC. C'était le titre, l'intitulé de sa présentation. Je vous ai résumé ici 3 points qui me paraissent essentiels dans la vision de la MASC. Il y avait 25 ou 30 diapos, je n'ai pas vous les faire toutes, et toutes aussi plus intéressantes les unes que les autres, sauf l'introduction et la conclusion, comme d'habitude. Et ces 3 points sont les suivants. Tout d'abord, dans la vision de la MASC, le soin de support, le supportive care, ça inclut la prévention. Elle est péçonne, la prévention et la prise en charge des effets secondaires du cancer et des traitements du cancer. Le supportive care en cancérologie, ça intervient dès le stade de la détection précoce. On est encore un petit peu avant le diagnostic, là maintenant. Au diagnostic, bien entendu, pendant le traitement curatif ou à visée curative. Ça inclut également la période après-cancer, ça inclut les soins palliatifs et ça inclut aussi la fin de vie. Et dans une diapositive, elle a même inclus le post-mortem avec l'accompagnement du deuil pour les familles en particulier, pas celui qui est décédé, bien entendu. Et le supportive care, ça comprend une prise en charge physique, c'est majeur, médicale pure, je dirais, et également une dimension et une prise en charge psychosociale qui est très importante. Et ça, c'est majeur, notamment quand on parle de soins de support en situation adjuvante. Je vais insister, parce que je vais faire le lien avec quand même quelques présentations qui ont été faites à ce congrès, sur la prévention et la prise en charge des effets secondaires du cancer et de ses traitements. Dorothy Keefe, toujours, nous a présenté le symptôme management et le concept de symptôme management, donc de prise en charge de la symptomatologie, comme une part essentielle du supportive care. Et elle a résumé ça par les 3 M du symptôme management. On avait les 3 P du Palliative Care and Oncology Symposium US. Maintenant, on a les 3 M de la MASC. Donc, ces 3 M sont simples. C'est que pour faire une prise en charge, pour proposer et réaliser une prise en charge appropriée et efficace des symptômes, de la symptomatologie, il faut d'abord connaître le mécanisme du symptôme, le mécanisme de la toxicité qu'on va traiter. Que la toxicité ou que l'effet soit secondaire au cancer, à la tumeur, ou à l'envahissement, ou à la multiplication tumorale, ou qu'il soit lié au traitement curatif de ce cancer. On est dans la tolérance des traitements, des chimiothérapies et également des thérapeutiques ciblées. Il faut également mesurer l'impact clinique potentiel de ces toxicités ou de ces effets. Si on a un impact clinique potentiel faible, ça ne va pas forcément être une priorité dans la décision thérapeutique et dans la mise en place du supportive care au sens propre pour un patient donné. À l'inverse, si l'impact clinique attendu est potentiellement majeur, a fortiori s'il peut engager le pronostic vital, on va porter une très forte attention à ce symptôme, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et on va viser absolument à avoir une prise en charge systématique et efficace ou la plus efficace possible. Elle a résumé ça d'une façon qui est très belle, je trouve, et qui fait encore le lien avec l'approche globale qui est prônée par le soin de support en général. C'est le patient qui prime et la clinique qui prime. Ce n'est pas de la quantité, c'est pas du quantitatif. On ne cherche pas à avoir un maximum d'interventions de soins de support. On cherche à avoir les interventions de soins de support qui sont les plus nécessaires pour un patient donné. Et le 3e M, c'est le management de ces toxicités. Ça paraît bête, mais il faut savoir ou pouvoir les prendre en charge et les manager. Les manager, les prendre en charge, ça veut dire les contrôler, donc les traiter. Donc il faut avoir des médicaments peut-être pour traiter les effets secondaires lorsque c'est nécessaire. Il faut avoir des interventions, qu'elles soient qui peuvent être non médicamenteuses. Il faut pouvoir les prévenir, le cas échéant, lorsqu'on a un patient qui est à risque d'un effet secondaire particulier d'un traitement, mais pour lequel on est obligé d'administrer ce traitement spécifique parce qu'on n'a pas d'alternative. Pour un exemple que je connais, un patient qui a déjà une insuffisance rénale bien sévère, pour lequel on est obligé d'administrer du cisplatine, et bien il va falloir prévenir au maximum, essayer de prévenir au maximum la toxicité rénale du cisplatine chez ce patient pour éviter de le mettre en dialyse, voire des conséquences encore plus sévères. Et puis les éliminer, j'ai rajouté moi un point d'interrogation parce que c'est peut-être un vœu pieux. On est depuis des années en cancérologie, on fait avec les toxicités. Maintenant, depuis 25 ans avec la MASC, avec le supportive care, on a appris à ne pas se contenter de cela et à essayer de faire en sorte de prendre en charge et de prévenir ces toxicités. De là à les éliminer, c'est peut-être un vœu pieux, mais pourquoi pas, fixons-nous ça comme objectif. Une communication orale qui a porté sur les inhibiteurs de l'aromatase. Alors, rien de très nouveau, mais elle illustre bien ce que je viens de vous présenter, qui avait été dit par Dorothy Keefe. Dès l'initiation du traitement par inhibiteur de l'aromatase, donc grosso modo peu de temps après le diagnostic, eh bien, on va mettre en place une éducation des patients, surveiller les facteurs de risque des effets indésirables majeurs qui sont les arthralgies des inhibiteurs de l'aromatase, supplémenter si besoin. Donc on est dans l'éducation à la santé, on est dans la surveillance afin de dépister à quel moment il va être nécessaire d'intervenir, on est éventuellement dans la prévention de la toxicité lorsqu'on a déterminé qu'il était nécessaire d'intervenir, et en cas de symptômes,
Si arthralgie faible, vous voyez ça, c'est rien de révolutionnaire, exercice physique et perte de poids, on n'est pas forcément dans l'intervention pharmacologique, dans des interventions qui sont non pharmacologiques, mais qui sont nécessaires et ont montré des bénéfices. Et puis dans les arthralgies modérées à sévères, eh bien, on va envisager éventuellement une modification de traitement et d'arrêter l'inhibiteur de l'aromatase ou de le changer, et puis mettre en place des traitements spécifiques avec AINS, inclusion dans essais cliniques, ça c'est très classique, voire thérapeutique complémentaire, comme par exemple l'acupuncture. Une deuxième présentation qui a été faite en communication orale a, elle, bien illustré les 3 M de Dorothy Keefe également. C'était sur la fatigue liée au cancer, où on a commencé, enfin du moins on, pas moi, hein, l'orateur a commencé par présenter la physiopathologie de la fatigue en cancérologie. Donc on est sur le premier M de Dorothy Keefe, hein, comprendre le mécanisme de l'effet secondaire, ici l'effet secondaire du cancer et pas forcément de ses traitements. Donc avec une présentation relativement détaillée de cette physiopathologie et pourquoi ça se produit la fatigue en cancérologie et éventuellement des cibles sur les voies de signalisation et sur certaines cytokines qui pourraient être de futures cibles thérapeutiques pour développer des traitements spécifiques. Et ensuite, l'orateur nous a présenté les recommandations de l'ASCO sur la prise en charge de la fatigue en cancérologie qui comporte 2 niveaux. Le niveau 1, qui pour moi présente un message qui est important et relativement simple, c'est qu'il faut évaluer. C'est comme toujours, hein, les effets secondaires des traitements ou des maladies, ou du cancer ici, si on ne recherche pas, on ne le trouve pas. Hein. Donc évaluation classique, standard, si possible, standard d'un centre à l'autre, standard d'un médecin à l'autre au sein d'un même service, ce serait bien. Et puis évaluation régulière, parce que vous voyez que lors de la première évaluation, si la fatigue est légère, comprise entre 0 et 3, la recommandation de l'ASCO, c'est de poursuivre la surveillance. Donc ça implique de réévaluer régulièrement et périodiquement la fatigue chez les patients. Et puis lorsqu'on a apparition d'une fatigue, donc quand elle est modérée à sévère, donc des scores de 4 à 10, eh bien, ça nécessite une analyse, cette fois-ci, une évaluation plus approfondie et plus complète de la fatigue, afin, et on rejoint Dorothy Keefe et les 3 M, afin d'identifier l'origine, le mécanisme, si possible, physiopathologique de la fatigue chez ce patient donné, afin de mettre en place une prise en charge de soins de support qui va être la plus adaptée possible, celle qui est nécessaire pour le patient. Le niveau 2, ça rejoint en fait les interprétations que je viens de vous donner. Pour tous les patients, faire de l'éducation à la santé, parler aux patients, expliquer ce qu'est la fatigue, expliquer que la fatigue, ce n'est pas anodin, que ce n'est pas forcément juste un coup de barre passager, que c'est important que le patient en parle et en parle à son médecin ou à son médecin référent en ville, dans le baromètre, comme Florian l'a présenté, ou à son oncologue, ou à l'infirmière, ou à son pharmacien. Et surtout qu'on a des solutions pour soulager la fatigue. Bien sûr, on n'est pas à 100% d'efficacité, on le sait tous, il y a encore beaucoup à faire sur la prise en charge et le traitement de la fatigue. Mais on a des solutions à apporter. Si le patient ne sait pas qu'on va pouvoir soulager sa fatigue, qu'on va pouvoir alléger un petit peu le poids de la fatigue, peut-être, mais qu'on a des choses à tester, eh bien, il ne sera pas incité à vous le signaler, il ne sera pas incité à en parler à son médecin. Et puis, lorsque la fatigue est vraiment avérée et présente, que la fatigue est modérée à sévère cette fois-ci, eh bien, on traite les facteurs contributifs. On recommande des interventions qui sont aujourd'hui, d'après les guidelines de l'ASCO, fondées plutôt sur de l'empirique, comme l'exercice et ce genre de choses. Mais moi, à ma connaissance, c'est des études. Alors certes, on n'a pas des essais contrôlés avec 300 000 patients dedans, mais on a quand même des données qui ont un niveau de preuve un peu plus que celui-ci. Et puis, les thérapeutiques complémentaires, comme le yoga et l'acupuncture, qui sont celles qui sont citées. L'anémie, je viens de vous parler dans les recommandations de l'ASCO de la prise en charge des facteurs contributifs de la fatigue. L'anémie, ce n'est pas la seule cause de fatigue chez le patient atteint de cancer, mais c'est un facteur contributif important, voire essentiel chez certains patients. Et étaient présentés à ce congrès les résultats de l'étude OREO, donc une étude française. Plus de 2300 patients traités par agents stimulant l'érythropoïèse biosimilaires avaient été inclus et 2 visites, une quasiment dès l'initiation du traitement dans les 3 premiers mois de mise en place du traitement, une deuxième visite entre 4 et 6 mois. Et je vais vous présenter en 3 diapos la partie que moi j'ai retenue et que j'ai trouvé particulièrement intéressante, qui était l'évaluation de la prise en charge des patients, de l'anémie des patients atteints de cancer dans l'étude OREO par rapport aux recommandations et référentiels de l'AFSOS, qui est celui que nous sommes tous censés suivre ici. Et ça rejoint ce que Mathias Pro disait plus tôt cet après-midi sur la prise en charge des neutropénies. Les guidelines, c'est bien, mais il faut les suivre. Si on ne les suit pas, ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'on les suit ? On rappelle les guidelines le référentiel international de l'AFSOS sur anémie et cancer. Vous avez en bas le lien, tout ça c'est téléchargeable librement, la quarantaine de référentiels interrégionaux de l'AFSOS. Et puis il y a 2 points essentiels dans ce référentiel qui ont été testés en fait dans la comparaison dans l'étude OREO. C'est d'abord l'hémoglobine cible.
Donc l'objectif de prise en charge de traitement de l'anémie donc dans les patients qui étaient inclus dans l'étude Oreo, et puis le fait que l'AFSOS recommande plus que clairement, et je vais citer, qu'il est nécessaire d'individualiser le traitement pour maintenir le taux d'hémoglobine cible, fixé comme objectif, avec la dose la plus faible possible d'agents stimulant l'érythropoïèse. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans Oreo? Vous avez ici au milieu la réponse à la question: quel est votre taux d'hémoglobine cible? Réponse par les médecins. Est-ce qu'il était strictement inférieur à 12 ou est-ce qu'il était supérieur ou égal à 12? Vous voyez qu'on est à peu près pour moitié strictement inférieur à 12 et pour moitié supérieur ou égal à 12 dans le déclaratif des médecins. Donc ça ne va pas tellement nous renseigner sur la recommandation de l'AFSOS, puisque l'objectif, la recommandation de l'AFSOS dans le référentiel, c'est de viser un taux cible aux alentours de 12 grammes par décilitre, ce qui est la recommandation européenne. Donc aux alentours, c'est un peu en dessous, c'est un peu au-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que 52,7% des patients visent un taux d'hémoglobine au moins égal à 12, donc acceptent le risque d'avoir une hémoglobinémie qui dépasse 12 et qui atteigne peut-être 12,5, voire 13, voire peut-être plus. Donc c'est peut-être le seul message qu'on puisse en retirer. En revanche, il y a un autre message sur l'individualisation du traitement qui, celui-là, est très très clair. On ne le fait pas en pratique en France. Vous avez ici, au milieu, le pourcentage de patients qui recevaient un agent stimulant l'érythropoïèse à une dose totale considérée comme adéquate par rapport au poids du patient. Ça représentait 44% des patients seulement, dirais-je. Pour 21,2% des patients, la dose totale d'ASE que ces patients recevaient, lorsqu'on la rapportait à leur poids, était trop faible. 20%, plus de 20% des patients sont sous-dosés en ASE et les 35% restants de patients sont, eux, surdosés en ASE lorsqu'on leur rapporte la dose totale qu'ils ont reçue d'ASE à leur poids. Donc on a clairement ici une recommandation du référentiel de l'AFSOS qui n'est pas suivie en pratique clinique, ou du moins qui n'est pas efficace. Il faut peut-être en parler davantage, peut-être en être davantage conscient. Et un troisième point dans le référentiel de l'AFSOS, c'est la prescription, la supplémentation en fer, le dépistage de la carence martiale qui doit être systématique, la recherche d'une carence martiale, et la prise en charge et le traitement d'une carence martiale lorsqu'il y en a une. Et là, encore une fois, le référentiel de l'AFSOS est très clair, prescription de fer injectable uniquement. Et qu'est-ce qui se passe dans Oreo? Eh bien, on n'a pas de prescription de fer pour 77% des patients. Peut-être que 77% des patients n'avaient pas de carence martiale, on va le voir juste après. Et puis, parmi les patients chez lesquels une carence martiale avait été diagnostiquée et qui étaient supplémentés en fer, eh bien, vous voyez que 61,4% des patients traités par fer dans Oreo étaient traités par fer oral, alors que la recommandation de l'AFSOS est on ne peut plus clair, fer IV uniquement. Est-ce que le dépistage et la recherche de la carence martiale étaient réellement faits en pratique? Eh bien, vous voyez qu'on a un bilan martial correspondant aux recommandations de l'AFSOS qui est réalisé avant l'initiation du traitement par agent stimulant l'érythropoïèse dans seulement 25% des cas dans l'étude Oreo. Donc là encore, la recommandation de l'AFSOS sur le côté systématique de la recherche de la carence martiale, on n'y est pas. Et sur la composition de ce que doit composer au minimum un bilan biologique pour une recherche de carence martiale n'est pas suivi non plus. Je vous rappelle que l'anémie, ce n'est pas quelque chose des années 70 ou des années 80. L'anémie, aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est fréquent chez les patients atteints de cancer. Vous avez ici des résultats qu'on avait présentés au dernier congrès de la MASC sur des analyses poolées sur la prévalence de l'anémie en cancérologie de 3 études qu'on avait réalisées au service ICAR. Près de 10 000 patients. On a la moitié des patients atteints de cancer, des inclusions entre 2004 et 2011. Ce sont des patients pris en charge aujourd'hui. La moitié ont une hémoglobine inférieure à 12, sont mal pris en charge ou sont pas pris en charge du tout. L'anémie aujourd'hui, c'est un vrai problème. On l'oublie ou on ne veut pas le regarder. Mais il faut le regarder. Et je vais finir par Jennifer Temmel. Non ? Jennifer Temmel, c'est la papesse, c'est ça, du soin oncologique de support. Ça, je cite Florence Côté, c'est pour ça que je le regarde. Jennifer Temmel, on a eu la chance qu'elle fasse une interview vidéo dans le e-journal. Donc vous avez son interview, vous pouvez la consulter sur le site et le e-journal. Et Jennifer Temmel, Florian, je crois que c'est Florian qui a présenté juste avant cette slide-là, c'est la papesse parce que c'est la seule aujourd'hui, ça restera probablement la seule parce que maintenant il est difficile de construire des études qui permettraient de le montrer. C'est la seule aujourd'hui qui est montré que ce qu'elle appelle, elle, du early palliative care, donc là clairement on est dans le supportive care, ça améliore la survie globale de patients atteints de cancer du poumon. Florian a mis en avant tout à l'heure les limites de cette étude, le petit recrutement et le fait que la survie globale n'était pas un des objectifs principaux de l'étude. Néanmoins, c'était largement significatif. Ça a fait un New England en 2010 et après, elle en a fait plusieurs. Et dans sa présentation en plénière, Jennifer Temmel nous a montré des résultats d'autres études, cette fois-ci sur la qualité de vie.
Les soins oncologiques de support, ça permet très clairement d'améliorer significativement la qualité de vie. Vous avez ici les résultats de 3 études, qui sont les 3 études majeures aujourd'hui en tout cas, hein, qui étudient l'impact du soin oncologique de support ou du early palliative care sur la qualité de vie. Et vous voyez que sur la plupart des échelles utilisées pour évaluer cet impact sur la qualité de vie, eh bien, on a, c'est en vert ici, une amélioration significative du critère étudié chez les patients qui bénéficient d'un early palliative care ou d'une prise en charge soins oncologiques de support. Et dans une autre étude, toujours de l'équipe de Jennifer Temel, qui était présentée en communication orale à ce congrès, eh bien, ils ont montré que la prise en charge, la mise en place du early palliative care dès le début de la mise en place du traitement curatif des patients ne coûte pas plus cher que la prise en charge classique. Ça ne coûte pas moins cher, ça ne génère pas d'économie, mais ça ne coûte pas plus cher. Aucune différence n'était significative sur aucun des critères étudiés. Je vous en ai mis ici uniquement quelques-uns. Il n'y avait aucune différence significative sur le coût. Et dans sa présentation plénière, Jennifer Temel termine, et je vais terminer aussi par ça, par une considération qui est, je trouve, très intéressante. Les soins oncologiques de support, c'est un peu ce que je vous ai dit tout du long de cette présentation. Ça nécessite d'être mis en place précocement, c'est certain, mais d'être individualisé aux besoins du patient. Et donc Jennifer Temel pose 2 questions importantes. La première, est-ce qu'on doit considérer, quand on parle d'individualisation ou d'adaptation, est-ce qu'on doit considérer un individu ou une population globale? Et sous-entendu dans cette question, est-ce qu'on doit considérer le type de cancer, donc la localisation tumorale, et elle donne l'exemple en dessous. Est-ce qu'on doit avoir une approche différente selon que la patiente présente un cancer du sein ou un cancer du poumon ou un cancer du pancréas ou un mélanome? Je pense que oui. Je pense qu'on va tous être d'accord avec ça. Les soins de support, les besoins des patients sont différents. Et puis, il y a une deuxième question posée par Jennifer Temel. Est-ce que c'est le même soin de support? Est-ce que c'est le même early palliative care qualitativement et en termes de proposition aux patients, quel que soit le type de patient, mais indépendamment de la localisation tumorale, simplement la sévérité de la maladie et de la symptomatologie. Et on rejoint les 3 M, le symptom management de Dorothy Keefe. Vous avez ici un patient qui présente un cancer avec une symptomatologie très lourde et une conséquence clinique, 2e M du symptom management, potentiellement importante puisque ça engage le pronostic vital. Jennifer Temel, je prendrai que cet exemple-là, Jennifer Temel dit, elle, que bien, dans ce cas de figure-là, il faut proposer du early palliative care. Dans 100% des cas, il faut qu'il soit longitudinal, donc vraiment une approche au plus près du patient et très fréquente. Et puis après, elle décline les 3 autres situations. Personnellement, je pense qu'on peut avoir une autre approche aussi, que c'est dans ce sens-là qu'on se dirige, et peut-être que ça peut faire l'objet d'une discussion, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Aujourd'hui, on a des patients atteints de cancer, je vous ai repris le petit morceau de la diapositive et de l'image de Jennifer Temel. Vous remarquerez, je ne l'ai pas souligné, que Jennifer Temel, elle a mis au centre « Patients with advanced cancer », cancer avancé ou cancer métastatique. Moi, je commencerai, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, par rayer ça. Il y a un besoin de soins oncologiques de support également en situation adjuvante. Eduardo Bruera traite des patients en situation adjuvante, il y a un vrai besoin. Et puis après, finalement, on n'a que des patients, que des individus, quoi. Et on revient au patient-centered care qui a été cité par Florian, quoi. Et c'est un peu la direction dans laquelle, je trouve, on va. On a tendance à essayer parce qu'on en est aux prémices, finalement, de définir quelle serait l'offre de soins oncologiques de support idéale en fonction, d'une part, du type de cancer, à la fois du type de tumeur, de la localisation, mais également de la sévérité, du stade de la maladie. Donc c'est compliqué. Et on est en train d'essayer également de définir en parallèle de cela une offre personnalisée de soins oncologiques de support en fonction du patient, de ses besoins physiologiques, de ses désirs, plutôt pour la dimension psychosociale, c'est ça que j'entends en tout cas, et puis aussi en fonction des comorbidités que présente le patient. On en a parlé tout à l'heure, les patients vieillissent, les patients, on a de plus en plus d'initiations de traitement et de diagnostic de cancer à des âges de plus en plus avancés, les patients ont de l'hypertension, ont des dyslipidémies, ont des problèmes neuro, ont des insuffisances rénales, parce que ça, j'aime bien en parler. Et je vous dis que je pense que c'est la direction qu'on prend, parce que je ne vais pas vous en remettre une couche sur Sikine, hein, mais là, sur les comorbidités, donc la prise en charge du cancer chez les patients qui ont déjà une insuffisance rénale, c'est une question clé, et elle va être discutée en tout cas. Et puis vous avez, depuis 5 ans quand même, 4 ou 5 ans, je crois que c'est 5 ans, dans le cadre des cours francophones de Nice sur le cancer du sein, vous avez une session organisée par l'AFSOS sur le soin de support, par définition en scénologie, puisque c'est un cours qui porte uniquement sur le cancer du sein. Et puis vous avez ici, donc le 22 janvier prochain, les horaires et la date de la session AFSOS. Donc je fais un peu de pub. À Nice, c'est toujours sympa d'aller à Nice au mois de janvier, hein, parfois il fait beau.
Je vous annonce qu'il y aura l'année prochaine un Palliative Care in Oncology Symposium. Ils nous l'ont annoncé, vous avez les dates ici. Ce sera un peu plus tôt dans l'année, 9 et 10 octobre 2015, toujours à Boston, mais on change d'hôtel. Et puis je vous annonce que de toute façon, vu le taux de lecture qu'il y a eu cette année, et je vous en remercie, enfin je remercie ceux dans la salle qui sont allés sur le e-journal, et ceux qui ne sont pas allés, allez-y encore. C'est la caractéristique d'un e-journal, c'est que ça ne ferme pas le dernier jour du congrès. Tout est toujours accessible, les diapos, les interviews, et toutes les brèves et articles qu'on a pu écrire. Et il y aura un e-journal du Palliative Care and Oncology Symposium en 2015 également. Et je termine juste avec cette diapo. Patient-Centered Care, c'est vraiment le message clé. Et dans le Patient-Centered Care, il y a le Cancer Toxicity Management. C'était le sous-titre du TAO cette année. Je vous remercie. Je ne vois pas où tu mets le biais. Je n'ai pas compris. Si au MD Anderson, ils sont passés de 750 à 1200 consultations, il doit y avoir d'autres services qui font autre chose dans le même domaine, parce que ça, c'est un débit d'un petit hôpital général. Ça n'a rien à faire avec le MD Anderson, si c'était le seul service. Okay, j'avais pas compris. C'est clair que 1000 patients l'année, 1000 consultations l'année au MD Anderson, c'est très peu par rapport à l'activité du MD Anderson. Mais moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, l'objectif, c'est pas de dire qu'Eduardo Brera au MD Anderson, il est débordé de patients, c'est pas ça l'idée. C'est le relatif entre 750 et 1225 en 6 ans. C'est plus 60% de consultations en 6 années. Oui, mais il y a un biais de fonctionnement. Ça peut être n'importe quelle raison. Ça peut être n'importe quoi comme raison. Il peut y avoir 3 services autres qui font autre chose, qui font moins, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un échantillonnage qui est beaucoup trop petit par rapport à l'envergure de la maison pour pouvoir tirer une conclusion quelconque, sauf si c'est une conclusion financière en disant on était à 750, maintenant on est à 1200 et je veux 5 infirmières de plus. Mais je ne vois pas le sens de ça. Tu veux dire qu'il aurait dû mettre en parallèle avec les recrutements dans les autres services, la typologie des patients sur l'ensemble du MD Anderson pour montrer qu'elle était constante? Il n'aurait peut-être rien dû faire du tout. Je ne vois pas le message de cette diapo. Le message, il est clair, c'est qu'à moyen constant, à proposition de soins constante, moi c'est le message que j'ai compris en tout cas, et que je trouve particulièrement intéressant, sinon je ne l'aurais pas mis en avant, c'est qu'à moyen constant, à offre de soins constante en interne au sein d'un hôpital comme le MD Anderson, et encore une fois, je parle uniquement, moi ce qui m'intéresse, c'est les données relatives, c'est l'augmentation de 60% en 6 ans du nombre de consultations. Ce sont des consultations adressées par d'autres médecins du MD Anderson, pas de consultations qui viennent de l'extérieur, et donc la sensibilisation qui a pu être faite sur cette approche globale supportive care. Oui, c'est un énorme hôpital et on va prendre une mosaïque et regarder ce qui s'est passé dans cette mosaïque sans savoir ce qui se passe ailleurs. Moi, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens, on ne peut pas tirer de conclusion. On peut dire que ça a augmenté, oui. L'idée de Bruera, quand il a montré cette étude, c'est uniquement les consultations de son service, de son unité. Et ce qu'il voulait dire, son message, c'était dans mon unité, le fait d'avoir changé le nom de Palliative Care en Sportive Care, les gens de l'hôpital, les autres praticiens de l'hôpital ont eu moins peur de mon service et de ma consultation. Ils m'ont adressé plus de patients, y compris des patients qui étaient en situation adjuvante. Donc l'idée n'est pas de dire donnez-nous plus de sous, etc., on augmente l'activité. L'idée était de dire le fait de changer de terme fait moins peur aux autres, que ce soit les patients ou que ce soit les praticiens. Et du coup, il est intéressant pour pouvoir s'adresser à plus de malades, prendre en charge plus de malades, de changer le terme, y compris pour aller plus précocement dans la maladie depuis le diagnostic. C'est ça son message. Il n'y a pas du tout de travail. Effectivement, il n'y a pas de regard autour de l'activité globale du MD Anderson, il n'y a pas de regard autour de l'activité financière de son unité. C'est vraiment pour dire le changement du terme est intéressant pour qu'on soit plus utile à un plus grand nombre de malades.